Et on attaque cette fois-ci le sujet donc de l'an dernier. Alors ça, c'était le sujet principal, hein, celui du concours. On s'intéresse à la réaction d'énolisation de l'acétone. C'est juste la réaction qui transforme la fonction cétone en une fonction N-ol, N double liaison carbone-carbone, ol parce qu'il y a aussi un alcool N-ol. Voilà, c'est juste ça. C'est une réaction qui se produit spontanément avec toutes les cétones. D'accord ? Et là, vous l'avez avec l'acétone en particulier. Pas grand-chose d'autre à dire. On passe directement à la question. C'est la même chose que ce qu'on a fait dans l'exercice numéro 1. D'accord ? La méthode différentielle, c'est par différence. Vous les connaissez tous sauf un, et vous en déduisez le potentiel, le nombre d'oxydation de celui que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez bien tous sauf un ? Là-dedans, est-ce que l'oxygène peut être à un autre niveau d'oxydation que -2 ? Il n'y en a qu'un d'oxygène, ça ne peut pas être un peroxyde. D'accord ? Donc, l'oxygène est à -2, c'est une certitude. Est-ce que l'hydrogène peut être à autre chose que +1 ? Le cas le plus probable. Ben non, il n'y a pas de métal, donc ça ne peut pas être un hydrure. Donc, l'oxygène sera à +1. De l'hydrogène à +1, de l'oxygène à -2, il ne vous reste que le carbone, donc vous pouvez calculer le nombre d'oxydation du carbone. Alors, combien vous trouvez ? Ouh, ça va moins vite que d'habitude, là. Enfin, les résultats sont plutôt encourageants pour l'instant, mais ça va moins vite que d'habitude. C'est le même calcul. Franchement, vous faites la même chose, hein, d'accord ? La somme des nombres d'oxydation égale la charge du total, et puis vous en déduisez si vous ne connaissez pas. Donc, c'est vraiment le même calcul que d'habitude. Il n'y a pas de différence, celui que j'ai déjà fait plusieurs fois en cours et qu'on a vu en TD. Allez, je vous laisse encore une dizaine de secondes pour ceux qui n'ont pas répondu. Il y en a une quinzaine qui n'ont pas répondu encore. Ça fait ça. C'est pas mal, d'accord ? 40%, plus de 40%, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal pour la première question ici, d'autant que la réponse, elle est un peu choquante, d'accord ? Je sais qu'il y en a certains qui hésitent franchement à répondre le 4 tiers parce que c'est un fractionnaire, c'est pas normal ça. Un nombre d'oxydation, ça représente un électron qui est échangé. Mais on ne peut pas échanger des tiers d'électrons. Donc on ne peut pas avoir des tiers, ça ne tient pas cette histoire. Oui, c'est vrai. Le nombre d'oxydation d'un atome ne peut être qu'un entier. Mais ici, c'est la moyenne des 3 carbones. D'accord ? Et puisque c'est une moyenne, on peut effectivement avoir un nombre fractionnaire. Imaginez qu'il y ait un seul électron qui soit partagé, effectivement, qui a été échangé au niveau des 3 carbones. Vous divisez par 3 carbones, ça fait un tiers d'électrons. Pour les 3. D'accord ? Mais il n'y en a effectivement qu'un seul de carbone qui est échangé. D'électrons. Alors, on va avoir effectivement la somme des NO qui sera égale à 0, puisqu'ici c'est une molécule, elle est neutre. Le nombre d'oxydation de l'oxygène, plus 3 fois le nombre d'oxydation du carbone, plus 6 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène. Ce qui veut donc dire que le nombre d'oxydation du carbone, ce sera 1 tiers, puisqu'il y en avait 3, de, je les passe de l'autre côté, moins NO de l'oxygène, moins 6 fois le NO de l'hydrogène. 1 tiers de moins 2, moins 6 fois plus 1. Ce qui fait effectivement moins 4 tiers. Et vous aurez noté que là, on a laissé tomber la notation en chiffres romains dans les résultats, parce que des fois, elle n'est pas pratique. Les 4 tiers écrits en chiffres romains, voilà, ça ferait vraiment trop bizarre. Donc on peut la laisser tomber. C'est juste quelque chose qu'on fait habituellement, on l'écrit plutôt en chiffres romains. Mais ce n'est pas une obligation absolue. Bon, eh ben c'est parfait. Normalement, donc là on était à 44% de bonnes réponses. Ça devrait aller super vite pour faire la même chose avec l'énol cette fois-ci. D'accord ? Donc vous faites le même type de calcul avec l'énol et normalement ça doit aller vite. Pour l'instant, ça part plutôt bien. Mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est si lent. Comprenons-nous bien. Est-ce qu'on a changé le nombre de carbone ? Le nombre d'hydrogène ? Le nombre d'oxygène ? Non. Est-ce qu'on a changé le niveau d'oxydation de l'oxygène ou de l'hydrogène qui nous ont servi à calculer tout à l'heure ? Non. Donc en fait, il n'y a rien qu'à changer.
Le calcul qui était sur la diapo précédente, c'est exactement le même que celui que vous pouvez faire ici. Il y a exactement les mêmes atomes avec les mêmes niveaux d'oxydation. Donc, je ne vais pas le réécrire, le calcul. Oui. Mais ça change rien le fait que le H il soit plus sur... Mais on n'en a pas tenu compte quand on a fait le calcul. Est-ce qu'on a fait le calcul quand on a fait le calcul tout à l'heure, on n'en a pas tenu compte. On a juste dit l'hydrogène, il doit être à plus 1, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas à plus 1. D'accord? Parce qu'il est à plus 1 quand il n'est pas en face d'un métal. Là, qu'il soit sur l'oxygène ou qu'il soit sur le carbone, il n'est pas face à un métal. Donc l'hypothèse que j'ai faite tout à l'heure de l'hydrogène est à plus 1, c'est la même maintenant, je n'ai pas de raison de la changer. D'accord? Oui, tu es d'accord avec ça? Donc je n'ai pas de raison de changer mes hypothèses sur l'oxygène et sur l'hydrogène, donc je fais exactement le même calcul. Et si je fais le même calcul, forcément je trouve le même résultat, on est d'accord? C'est également, je ne vais pas le réécrire, c'est également moins 4 tiers la réponse. Donc le nombre d'oxydation moyen, c'est moins 4 tiers. Bon, ceci étant dit, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le nombre d'oxydation d'un atome ne peut pas être fractionnaire. Mais puisqu'on trouve en moyenne moins 4 tiers, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Les 3 atomes de carbone, que ce soit dans l'acétone ou que ce soit dans l'énol, ne sont pas au même niveau d'oxydation. D'accord? Sinon, on ne trouverait pas une valeur fractionnaire. Et là, à partir de cette conclusion-là, je peux très bien imaginer que ces atomes de carbone aient changé de niveau d'oxydation, mais en se compensant, il y en a un qui est monté puis un qui est descendu, par exemple, okay, et que ça fasse toujours la même moyenne, alors que les atomes, individuellement, eux, ont changé de niveau d'oxydation, puisque ce n'est qu'une moyenne. Et bien, c'est justement ce qu'on voit dans les calculs suivants, où là, cette fois-ci, donc cette fois-ci, on va le faire atome par atome, et donc atome par atome, hein, c'est au lasso, hein, d'accord? Vous attribuez les électrons, liaison par liaison, à l'atome le plus électronégatif. Donc comme j'ai fait en cours déjà, donc vous le faites liaison par liaison, cette fois-ci, vous attribuez les électrons à l'atome le plus électronégatif, et vous voyez bien, qu'est-ce qui est gagné et ce qui est perdu, d'accord? Un électron de gagné, on descend de nombre d'oxydation, un électron de perdu, on monte dans les nombres d'oxydation. Bon, on regarde, c'est le premier, on regarde ensemble. Ça fait pour l'instant 56% de bonnes réponses. Okay, c'est juste du dessin, d'accord? Vous êtes arrivé en première année d'université, vous avez le droit de refaire des dessins. C'est bien, hein? Là, c'est des liaisons homoatomiques. En gros, chacun des deux a amené un électron et chacun repart avec un électron. Donc, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de perte, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Je note que c'est ça, mais je n'ai pas de calcul à faire. Pas de gain, pas de perte. Là, par contre, l'oxygène est nettement plus électronégatif que le carbone, donc c'est l'oxygène qui va gagner les 2 électrons que le carbone avait amenés dans cette double liaison. Donc, le carbone perd 2 électrons, donc il sera à plus 2. D'accord? Et l'oxygène, à contrario, hein, à moins 2, ce qui est plutôt rassurant parce que c'était l'hypothèse sur laquelle j'étais parti avant. Okay, voilà, il a perdu 2 électrons, il est à plus 2. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Ben donc normalement maintenant ça va super vite pour cette question-là, où on va avoir donc le C3 de l'acétone, donc cette fois-ci. Alors quand on a des bouts de molécules qui sont un peu condensés, vous pouvez les rééclater pour que ce soit plus facile. D'accord? Histoire de voir chacune des liaisons. Après, avec un peu d'expérience, on n'a plus besoin. Mais au départ, ce n'est pas plus mal d'avoir réellement chacune des liaisons qui apparaît. Donc là, ça doit aller super vite. Si vous avez vu, on fait les petits dessins et on a le résultat tout de suite. Allez, je laisse encore une quinzaine de secondes. Ça monte un petit peu, on est à 60%. D'accord? Ça, c'est une liaison homoatomique. Je ne m'en occupe pas, pas de gain, pas de perte. Le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène. Mais comment il sait ça, lui, au fait? Parce que tout à l'heure, il a dit que c'était la même chose pour le carbone et puis pour l'hydrogène, mais vous avez un tableau périodique à votre disposition. Dans ce tableau périodique,
il y a les valeurs d'électronégativité, d'accord? Donc vous avez juste à regarder les chiffres. Et effectivement, le carbone est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, c'est le carbone qui va gagner 1, 2, 3 électrons. S'il gagne 3 électrons, c'est qu'il est à moins 3. Et chaque hydrogène sera à plus 1 parce qu'il a perdu son électron. Ce qui, encore une fois, était l'hypothèse que j'avais prise tout à l'heure. Donc, ce n'est pas plus mal, c'est cohérent. Donc, je vais avoir ici un carbone à moins 3, un carbone à plus 2 et un autre carbone à moins 3. Et si vous faites la moyenne, ça fait effectivement moins 4 tiers, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est bon pour tout le monde? Oui? Vous allez pouvoir le prouver. Puisque maintenant, il faut faire la même chose sur le C2 et le C3 de l'énol. Donc vous pouvez faire les deux dans la foulée. Dès que vous avez fait un, vous faites l'autre. Okay, vous envoyez vos réponses. Et comme vous l'avez vu, ça va super vite. Et je vous rappelle que ça, c'était le sujet. D'accord? En gros, vous savez faire la première question. Il y en a 4 qui s'enfilent d'affilée. D'accord? Allez, à nouveau, une quinzaine de secondes. On est retombé à 50% là. Je vous montre. Pourtant, c'est la même chose. Ça, c'est une liaison homoatomique, pas de gain, pas de perte, je ne m'en occupe pas. Ça, c'est une liaison, c'est 2 liaisons homoatomiques, pas de gain, pas de perte, je ne m'en occupe pas. Et là, par contre, j'ai une liaison vers l'oxygène, donc il va y avoir un électron de perdu. D'accord? C'est un électron par liaison. Gagné ou perdu, Là, c'est un électron perdu. Donc, s'il y a un électron de perdu, on est à plus 1 de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire que l'oxygène, d'un seul coup, il est à moins 1? Non, non, il ne faut pas vous inquiéter pour l'oxygène. Il a aussi récupéré l'électron de la liaison OH. Donc, il est bien à moins 2. Et celui-là à plus 1. D'accord? Pas s'inquiéter pour l'oxygène. Il finit toujours par récupérer ses électrons. Donc, on est à plus 1 cette fois-ci. Allez, le C3. Et pareil, vous pouvez développer le CH2 de manière à mieux voir. Et il faut qu'on accélère parce qu'il est déjà 15h20, d'accord? Et il y a encore plein de trucs derrière. Donc, je vais accélérer un tout petit peu le rythme. Voilà, c'est mieux ça. Bon, c'est pas parfait, mais on est à 75% quand même. Je vous montre parce que là, il faut se satisfaire, d'accord? Être content, vous voyez, ça monte. Encore 3 ou 4 comme ça, et puis ce sera bon pour tout le monde. Liaison homoatomique, je ne m'en occupe pas de gain, pas de perte, d'accord? Et là, toujours le carbone qui va gagner. Cette fois-ci, il y a 2 liaisons CH, donc 2 électrons. Donc, il sera à moins 2. Donc, ici, on va se retrouver à moins 3 pour ce carbone, plus 1 pour celui-là, moins 2 pour celui-ci. D'accord? Et on était, je vous rappelle, à plus 2 là et à moins 3 ici. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Oui? Donc, normalement, vous devriez avoir aucune difficulté pour répondre à cette question-ci. La réaction d'énolisation, c'est une réduction, juste une réduction, c'est le sous-entendu, juste une oxydation, une réaction d'oxydoréduction complète, donc une réaction de réduction et une réaction d'oxydation. Une réaction intramoléculaire sans oxydoréduction, on voit bien que c'est une réaction intramoléculaire, tout se passe dans la molécule, d'accord? Ou un autre type de réaction que celle citée, c'est surtout parce qu'il fallait une 5e réponse, là, on est bien d'accord. Tiens, vous savez quoi? Je vous montre ce que vous êtes en train de répondre. Donc, on a une avancée, d'accord, significative sur ce qui va être la bonne réponse. Mais vous avez vu que les autres n'étaient pas négligeables du tout au fur et à mesure. Ça veut dire que spontanément, ce n'était pas évident pour même ceux qui ont répondu rapidement, c'est pour ça que je l'ai fait rapidement, d'accord? Même ceux qui ont répondu rapidement, la réponse, elle n'avait rien d'évidente, ok? Alors, là maintenant, ça s'améliore, par contre. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Ce qui est important ici, c'est les définitions de ce que sont ces réactions d'oxydoréduction. Une oxydation, c'est quand il y a un élément dont le nombre d'oxydations augmente. Est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a un élément dont le nombre d'oxydations augmente? Ici, on était à moins 3, on est passé à moins 2. C'est bien une augmentation du nombre d'oxydations. Ça reste négatif, on est bien d'accord, mais c'est quand même une augmentation. Donc, c'est une oxydation.
Une réduction, c'est quand on a une diminution, une réduction du nombre d'oxydations. D'accord? Est-ce qu'on a un élément dont le nombre d'oxydations diminue? Là, on était à plus 2, on passe à plus 1. C'est bien une réduction du nombre d'oxydations. C'est positif, c'est vrai, mais c'est quand même une réduction. OK? Donc, j'ai une réduction et une oxydation, c'est une réaction d'oxydoréduction complète. D'accord? Ce n'est pas juste une oxydation ou juste une réduction, c'est une réaction d'oxydoréduction complète. Donc, la bonne réponse, effectivement, c'est celle-ci. D'accord? C'est bon? Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de vrais soucis pour répondre à celle-ci. Combien d'électrons sont échangés lors de la réaction, donc lors de cette réaction-là? Parce que j'ai déjà défini ce que c'était que le nombre d'électrons échangés. Plusieurs fois, je l'ai dit, ce que c'était. Je vais même leur dire, le nombre d'électrons échangés, c'est la variation du nombre d'oxydations. Quand on les voit, les électrons, c'est facile. Mais quand on ne les voit pas, d'accord, le seul moyen de calculer ce nombre d'électrons échangés, c'est par la variation du nombre d'oxydations. Et là, pour le coup, on ne les voit vraiment pas, les électrons. Il n'y a pas moyen de les voir ici, puisqu'on a une réaction complète. Et comme on est... Voilà, il ne reste plus tant de temps que ça, je vais couper les vôtres là. Il y a ceux qui se sont dit, pour le C2, j'ai un électron qui est perdu, d'accord? Enfin, qui est gagné. Pour le C3, j'en ai un qui est perdu, ça s'annule, il n'y a pas d'électron échangé. C'est une partie de ceux qui ont répondu 0. Peut-être pas tous, mais une partie. Il y a ceux qui se sont dit, là, j'ai un électron, puis là, j'en ai un autre. D'accord? Delta NO égale 1 pour le C2, delta NO égale 1 pour le C3, ça fait 2. Oui, mais si j'ai un ballon et que je te le donne, j'ai perdu un ballon, tu en as gagné un, mais il n'y a qu'un ballon. Il n'y a pas deux ballons qui ont changé. L'électron qui est gagné par le C2, c'est celui qui a été perdu par le C3. Il n'y a qu'un électron. D'accord? Vous calculez le nombre d'électrons échangés sur celui qui s'oxyde ou celui qui se réduit, mais vous ne les additionnez pas. D'accord? Parce que celui qui s'oxyde, il a donné ses électrons à celui qui est réduit. OK? Il n'y a pas deux ballons. Il n'y en a qu'un. C'est bon? Donc ici, on n'a qu'un électron échangé. Le delta NO, vous le calculez, c'est 1, donc il y a un électron. Mais c'est ça que je veux qu'on voit ensemble. Là, déjà sur la première partie. Ça, d'entrée, vous savez que ce n'est pas bon. Il y a des électrons échangés, d'accord? Il y a des delta NO, donc c'est de l'oxydoréduction. Donc ça, poubelle. Mais ça aussi, c'est poubelle instantanément. C'est super long de regarder dans les détails une loi de Nernst, d'accord? Il y a plein de trucs à l'intérieur. Donc, dès que vous voyez un truc qui ne va pas, c'est poubelle, c'est pas bon. Et on ne va pas chercher les détails à l'intérieur. Là, on a RT sur F avec un log décimal. Ce n'est pas possible. C'est un log népérien dans la formule RT sur F. Pas un log décimal. Donc ça, c'est pas bon. Et ici, j'ai un 0,03. Alors, le 0,06, il est valide, on était à 25 degrés, donc ça, c'est bon. Mais si ici apparaît 0,03, c'est que je compte 2 électrons. D'accord? Et je viens de calculer qu'il n'y en avait qu'un. Donc ça, c'est pas bon parce que de toute façon, ce n'est pas le bon nombre d'électrons. Voilà, point. Ça veut dire que ces 3-là, elles sont éliminées d'entrée, sans aller dans les détails. D'accord? Rien qu'avec les deux dernières, la D et la C, rien qu'avec le log, parce qu'il faut observer ce truc-là. Maintenant, on regarde celle du dessus. Est-ce que les logs, ils sont possibles? La partie en log. On a le RT sur NF avec le log népérien, ça c'est valide. Et puis on a 0,06 log décimal, c'est bon, c'est valide aussi. D'accord? J'ai bien un électron et j'étais bien à 25 degrés, donc c'est valide. Pas de souci. OK? Ce qui veut dire que maintenant, ce que j'évalue, c'est la partie à l'intérieur de celle qui est en activité. Celle-là. Ça, est-ce que c'est bien le quotient des activités de cette réaction-là? Le quotient des activités, ici, ce sera l'activité du produit, puisqu'il n'y en a qu'un. D'accord? Donc l'activité de l'énol sur l'activité de l'acétone. C'est bien ce que j'ai ici.
D'accord? Donc ça, c'est valide. Le log, il est correct. Le quotient des activités, il est correct. C'est bon, c'est validé. Est-ce que ces activités, je peux les transformer en concentration? C'est la première question que je dois me poser. Ben oui, je veux dire, l'acétone, vous savez que c'est un liquide, d'accord? Donc, les avoir dans un liquide, les avoir sous forme de solution, c'est pas choquant. Donc, pourquoi pas? Oui, mais ça va pas, là, ils sont à l'envers. On a l'énol en bas et l'acétone au-dessus. Oui, et on a aussi, en même temps, un plus ici. Et vous devriez savoir que moins log de A, c'est égal à log de 1 sur A. Donc, mettre un plus et inverser ce qui se trouve dans le log, c'est valide. C'est ce que j'ai fait quand je vous ai montré que ma formule, d'accord, qui n'est pas la mienne, hein, de Nernst, elle était équivalente à celle simplifiée que vous aviez éventuellement déjà vue, mais avec des conditions qui étaient bien particulières, et que le plus, ce n'était pas gênant, c'est juste parce que c'était présenté à l'envers. Et alors, pourquoi poser ça dans un examen? C'est quand même vache. Oui et non. Ce n'est pas moi qui suis vache ici. Il se trouve simplement que dans beaucoup de bouquins que vous allez lire par la suite, les sites web, ben, en l'occurrence Wikipédia, d'accord, les formules de Nernst, elles sont présentées avec un plus. Donc, il faut que vous sachiez les reconnaître comme étant correctes, même s'il y a un plus. Simplement, ce qui se trouve dans le log, c'est l'inverse du quotient des activités au lieu d'être le quotient des activités. Et ce n'est pas grave. C'est chiant, mais ce n'est pas grave. OK? Parfait. Alors, là aussi, c'est pareil. On va vite parce que, bon, trouver une constante d'équilibre alors qu'on parle d'oxydoréduction, ça ne doit pas vous choquer, d'accord? C'est la toute dernière partie de l'oxydoréduction où effectivement, ben voilà, les réactions d'oxydoréduction, c'est des équilibres. Donc, si c'est des équilibres, il y a des constantes d'équilibre. Et ces constantes d'équilibre, on l'a vu dans la partie thermo, elles s'expriment sous forme du quotient des activités. Donc, c'est logique qu'on retrouve des constantes d'équilibre ici aussi, avec des quotients d'activité. Et puis, la loi de Nernst, ce n'est pas choquant. Simplement, la question, c'est quelle est la valeur de delta E à l'équilibre? C'est quelle est la valeur de delta E à l'équilibre? Mais ça n'a rien à voir avec la constante d'équilibre. C'est la définition de ce qu'est l'équilibre en oxydoréduction. À l'équilibre, delta E est égal à 0. C'est quand la batterie est vide, c'est quand la pile est totalement épuisée. D'accord? C'est quasiment une question de cours, quoi, en fait, ici. Mais alors, pourquoi il y a K? Parce qu'il faut bien un distracteur. Voilà. OK? Une information qui ne sert à rien. Mais c'est important de se rappeler de ça, d'accord? À l'équilibre, une réaction d'oxydoréduction, elle a une différence de potentiel qui est égale à 0. Une pile, quand elle est à l'équilibre, elle est déchargée. D'accord? Donc ça veut dire que dès l'instant où votre pile, elle décharge, votre batterie est chargée, c'est qu'elle n'est pas à l'équilibre. On est bien d'accord, hein? Elle n'est pas à l'équilibre. Elle ne demande qu'à rejoindre l'équilibre, justement en dégageant de l'électricité. Donc ici, c'est ça.